Allez, let's go. Donc moi, je m'appelle Daniel, je suis le cofondateur avec Guillaume de la société GrabTrack. GrabTrack, c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, aujourd'hui, maintenant, derrière une bouteille de vin, il y a des valeurs nutritionnelles. Faites attention maintenant, depuis 2024-2025, on a des valeurs nutritionnelles qui sont arrivées dessus et le moyen d'y accéder et de les lire, bah, c'est un QR code. Voilà, aujourd'hui, on a ça. Et nous, on a flairé une vraie problématique avec les vignerons qui a été vraiment un vrai problème pour nous parce que ça a été très difficile pour eux. Donc imaginez-vous, vous avez du rosé, du rouge, vous avez une cuvée, vous avez plusieurs cuvées et vous devez créer un QR code, vous devez l'héberger, vous devez calculer des valeurs nutritionnelles derrière. Et à partir de là, ça devient, il faut l'héberger, il faut le sécuriser, il faut s'assurer que ce soit en axe avec la réglementation. Bien évidemment, il y a une réglementation derrière parce que c'est pas arrivé tout seul. Et nous, avec Guillaume, on s'est dit, mais comment on pourrait essayer de triturer un petit peu ça? Et on s'est dit, c'était quoi la source de vérité pour pouvoir générer donc, ces QR codes de façon automatisée, bien évidemment. Et on s'est dit, et si on passait par les œnologues? Les œnologues, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un œnologue? C'est celui qui va nous valider en gros le vin. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Et avec Guillaume, on a fait un proof of concept. Et aujourd'hui, GrabTrack grossit relativement vite. Aujourd'hui, on a Paul qui travaille avec nous. On a Eric qui vient de nous rejoindre en tant qu'Head of Sales. Eric, merci. On a donc Guillaume, l'un des cofondateurs. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer, de vous montrer comment on aide les vignerons à la création et à l'automatisation des QR codes et comment on se connecte avec les œnologues, les laboratoires d'œnologie, pour leur apporter un nouveau service et une nouvelle forme une nouvelle valeur, si vous préférez. Est-ce qu'on y arrive, Guillaume? Let's go. Donc imaginez-vous que maintenant, aujourd'hui, alors là vous dites, ouais, on a un QR code, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, le fait d'aller le flasher, on va vous faire flasher un QR code, vous allez voir à quoi ça ressemble derrière. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir les valeurs nutritionnelles qu'il y a derrière, les kilocalories, les kilojoules. Si vous êtes diabétique, c'est une information qui va pouvoir être récupérée, qui va pouvoir vous aider là-dessus. Vous allez pouvoir, nous on est allé encore plus loin, je vais vous laisser Guillaume en parler plus en détail, mais nous on est allé plus loin là-dedans pour ceux qui sont dans le monde du vin. Nous, on est allé attaquer la DGCCRF et on a réussi à en faire un levier marketing. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, on va parler AI parce qu'on va vous expliquer comment on l'utilise. Merci. Guillaume. Donc bonsoir, moi c'est Guillaume, cofondateur de GrabTrack avec Daniel. Alors le but ce soir, ça va être de vous présenter deux petites fonctionnalités dont il a parlé, qu'on a développé avec GrabTrack. L'idée c'est de voir ensemble le processus de développement sans rentrer trop dans l'aspect technique. C'est de voir comment est-ce qu'on a commencé à développer ces fonctionnalités et comment est-ce qu'on a été amené à utiliser l'IA, dans quelle mesure ça nous a permis de résoudre des problèmes, de faire gagner du temps à tout le monde, aux vignerons ici, aux œnologues et à GrabTrack, même à nous-mêmes. Première fonctionnalité, c'est un ami à nous qui est négociant en vin qui vient nous voir en nous disant que il a beaucoup de vignerons qui se plaignent parce qu'il y a une nouvelle loi qui rentre en vigueur d'ici quelques mois, ça c'était il y a 1 an et demi, qui va les contraindre justement à poser ce QR code sur la contre-étiquette de leur bouteille, QR code censé pointer vers une page affichant les valeurs nutritionnelles du vin. Donc le taux d'alcool, le sucre, les ingrédients, les additifs, comme ce qu'on peut trouver sur les produits alimentaires. Donc il nous dit, voilà, tout le monde grogne un peu, c'est une contrainte, ça ne va pas leur apporter grand-chose si ce n'est être dans les clous vis-à-vis de la loi. Et est-ce que vous qui automatisez plein de choses, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour aider ces vignerons? Donc nous au départ, on ne sait rien, mais on se dit, on aime bien, on va chercher, on fait les curieux. On se dit, la loi sort dans quelques mois, il doit certainement y avoir déjà des services qui proposent ça pour les vignerons. Donc on cherche, on trouve évidemment, on teste un peu les services qui existent. Sans trop de surprise, on tombe sur des sites qui proposent ces services-là. On s'inscrit, on renseigne ses informations personnelles, on confirme l'inscription, mot de passe, confirmation de mot de passe. On choisit un abonnement, on remplit sa CB. Voilà, déjà le processus d'inscription, on le fait tout le temps sur plein de sites, mais rien que ça prend du temps. Ensuite, on fait le process jusqu'au bout avec tous les services, on les teste tous. On tombe sans surprise quand on veut créer une fiche de vin et son QR code qui est associé sur des formulaires. Alors ça ressemble plus à la déclaration d'impôt tellement il est long qu'à une page qui parle d'un vin.
Donc on les fait et puis on s'aperçoit qu'effectivement, pour avoir un QR code opérationnel avec une fiche de bien remplie avec toutes les valeurs obligatoires, on met entre 15 et 30 minutes pour un QR code valide. 15 et 30 minutes, sachant qu'un vigneron il peut avoir plusieurs cuvées, ça peut aller jusqu'à 20 cuvées, 20 fois 30 minutes, je vous laisse imaginer le temps que le gars il va perdre, quoi. Donc on s'est dit effectivement, c'est contraignant, le vigneron il a beaucoup de boulot, il n'a pas que ça à faire. On va tester, donc GrabTrack est né de ça vraiment, de cette fonctionnalité. Donc on se lance, on se dit bon ben on va voir de quoi il s'agit, on a testé les services, on sait qu'apparemment il y a des analyses nutritionnelles, on se demande d'où elles viennent ces analyses. Les vignerons nous disent que ça vient des laboratoires, ils envoient des échantillons à des laboratoires d'œnologie, l'œnologue va recevoir un échantillon de vin, l'analyser et il transmet aux vignerons les valeurs, enfin pas les valeurs nutritionnelles mais les résultats de l'analyse. Donc on s'est dit, au plus proche, on va aller de la source de la data qui doit absolument être fiable, parce que si on affiche un vin sur la fiche de vin à 7 degrés alors qu'il est à 13, le vigneron va tomber sous le coup de la loi, donc on est obligé d'avoir des données fiables. Au plus on s'approche de la source de la data, au plus on pourra automatiser tout ce qui se passe derrière. Donc on se retourne naturellement vers les laboratoires. Les laboratoires, on leur demande comment est-ce qu'ils communiquent ces analyses aux vignerons. Et systématiquement, la réponse de tous les labos, c'est on envoie un mail, tout simplement. Ils envoient un mail à leurs vignerons, ils mettent en pièce jointe les résultats de l'analyse au format CSV, XLXX, peu importe, des formats différents, mais nous on s'en fout, tant qu'on a de la data, on peut traiter, quoi. Donc on se dit, ben, je vais essayer de faire ça en tenant le micro en même temps. On envoie un mail au vigneron. Bon, l'objet, on s'en fiche un peu. Ah, c'est pas mal. On est bien là. Alors, il ne faut pas que je tourne la tête. On envoie le mail au vigneron. L'objet, nous, on s'en fiche un peu. On va tenter de rajouter une pièce jointe. Donc, l'analyse en pièce jointe. Voilà, donc ça va être un fichier contenant toutes les infos sur le vin, le TAV, le glucose fructose, le pH, voilà. Donc, c'est un truc un peu indigeste, quoi, pour le vigneron. Donc, donc nous, on se dit à partir de là, cet email, si on arrive à le récupérer, on a quand même pas mal d'infos. Donc le but, c'est d'arriver à se caler au milieu entre le vigneron et l'œnologue et de récupérer cette fameuse analyse, quoi. Donc on demande simplement à l'œnologue de nous rajouter en copie. À partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a un email dans notre boîte de réception chez GrabTrack avec le mail du vigneron. Donc ça nous permet d'identifier à quel vigneron dans notre base de données on va rattacher les données qu'on va recevoir. Si on n'a aucun vigneron avec cet email, ça veut dire que le laboratoire vient de nous en pousser un nouveau. Donc on peut créer son compte à la volée. On peut créer son compte à la volée et c'est ce qu'on va faire, comme ça on lui évite déjà tout ce processus d'inscription. Et on a le plus important, l'analyse nutritionnelle en pièce jointe au format CSV. Donc on s'est dit, bah, c'est youpi, on y va, on continue à coder. Pour l'instant, pas besoin d'IA. On analyse un CSV, le CSV, on demande au préalable au laboratoire de nous envoyer des échantillons de ces analyses. On analyse la structure du fichier CSV, on sait que dans la colonne 3, on a le TAV, dans la colonne 4, on a le glucose fructose, etc., etc. Donc on se fait un mapping, on sait où aller chercher quelles données, et on intègre ça dans notre base de données. Une fois que ça c'est fait, on se dit, bah, c'est parti, on peut intégrer nos premiers vignerons, on peut les embarquer, et on est prêt à analyser tout ce qui arrive, quoi. Et on commence avec un premier labo qui nous envoie des premiers vignerons, on s'aperçoit que très vite que ça marche pas des masses, en fait. C'est-à-dire que les analyses, en fonction de ce qui est demandé par le vigneron, elles vont changer. Il y a des colonnes qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître parce qu'on n'analyse pas forcément la même chose. Et il y a aussi parfois des labels qui changent. Voilà, des fois, glucose fructose, on va avoir GF, des fois glucfruc, des fois GF plus F. Bon. Avec du code, on peut couvrir un maximum de cas de figure, mais on ne peut pas deviner, quoi. Donc ça commence à devenir compliqué. On se dit, bon, on va coder une petite interface, on va passer derrière le mapping. Dès qu'on reçoit un fichier qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la structure, on repasse derrière, on a une petite alerte et on refait le mapping derrière. Ça fonctionne, sauf qu'au fur et à mesure que les vignerons arrivent, on s'aperçoit que c'est sans fin. On n'arrive pas à couvrir tous les cas de figure, de sorte qu'en fait, on passe notre temps à faire du mapping. Donc c'est bien cool de faire gagner du temps aux vignerons, mais c'est complètement contre-productif d'en perdre nous derrière. Donc on se tire une balle dans le pied, d'où l'idée d'interroger l'IA à ce moment-là. Donc on garde le reste qui est très fonctionnel et qui marche très bien et très vite. Et on va simplement demander à l'IA
On lui envoie un tableau JSON des données qu'on reçoit du laboratoire, avec un label, une valeur, un label, une valeur. On lui envoie un tableau JSON de ce que nous, on veut dans notre base de données. On veut du glucose fructose, on veut du TAV, on veut du pH, on veut des choses comme ça. Et c'est l'IA qui va on lui demande précisément de nous générer le mapping, on lui dit tu nous fais correspondre les colonnes. Et pour chaque CAV qu'on reçoit, si on ne connaît pas le mapping, c'est l'IA qui nous génère ça. Et très vite, on s'est aperçu que c'était opérationnel à 100%. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu peur personnellement que l'IA invente un peu, fabule. Enfin, des fois, on a déjà vu, des fois, on prend tant longtemps, l'IA invente un peu des trucs. Là, pour le coup, c'est fonctionnel 100%. C'est-à-dire que depuis un an qu'on a lancé ce service, on a ingéré des milliers d'analyses et on a, en vérifiant, les laboratoires vérifient de leur côté aussi. On n'a pas eu à repasser derrière une seule analyse. Donc l'IA, pour le coup, ici, bien cadrée, avec une demande bien précise, elle est hyper fiable. Elle nous a fait gagner un temps monstrueux en développement et surtout en maintenance derrière, parce qu'on ne pouvait pas payer 3 stagiaires à faire du mapping dès lors qu'on aurait 3000 vignerons qui auraient embarqué chez nous, quoi. Donc pour le coup, voilà, ici, gain de temps pour le vigneron, c'est-à-dire que l'objectif c'était un QR code en moins d'une minute au lieu de 15 à 30. Et c'est clairement le cas, puisque donc là ce qui se passe, c'est que Daniel va se connecter avec le compte du vigneron qui vient d'être créé. Normalement, le vigneron, il a reçu un mail de GrabTrack lui disant vos analyses sont prêtes, connectez-vous. Il va se retrouver directement connecté sur sa plateforme, enfin sur notre plateforme, et il va pouvoir créer sa première fiche de vin à partir de l'analyse qui vient d'être intégrée dans le système. Si l'œnologue avait mis 35 analyses dans le mail, il aurait déjà ces 35 analyses de prêtes. Là, on a vu qu'il a accès à la liste de ces analyses. Quand il clique, il peut voir le contenu du fichier CSV à gauche, donc les données brutes telles qu'elles ont été extraites de l'analyse du laboratoire. Voilà, s'il souhaite vérifier. À droite, les valeurs énergétiques qui sont calculées automatiquement. Et si on remonte un petit peu plus haut, un petit bouton « Générer une fiche de vin » à partir de l'analyse. Et là, à partir de là, il a déjà son QR code qui est prêt. S'il clique sur « Publier » en haut à droite, voilà sa fiche, ça veut dire que sa fiche est en ligne. Il y a déjà, si tu peux scroller un petit peu plus bas, Daniel, il y a déjà toutes les valeurs nutritionnelles qui sont calculées. À peu près tout qui est rempli, en tout cas toutes les choses qui sont légalement obligatoires sont remplies. Il peut rajouter une petite image, alors je ne sais pas si on va le faire maintenant, mais il peut renseigner, il voit sa fiche de vin, il voit sa fiche de vin se mettre à jour automatiquement. Voilà. En tout cas, il peut rajouter des choses, mais d'un point de vue légal, tout y est, quoi. Il enregistre sa fiche, et là, comme vous pouvez le voir, il peut déjà télécharger le QR code. Alors si vous voulez le scanner avec vos téléphones, vous pouvez y aller. La fiche est déjà en ligne, elle est déjà prête. On y est ou on n'y est pas? Ça marche ou ça marche pas? Parce que j'ai pas envie de me taper une loose aujourd'hui. Ah super, merci. Ah, c'était. Ah, voilà, on a eu la démonstration à peu près. On a vu que le vigneron gagnait un temps monstrueux. Nous aussi, on a évité de se tirer une balle dans le pied. Donc l'IA, 100% de réussite sur ce coup-là. Ensuite, on s'est dit, bon, on peut s'arrêter là, mais c'est un peu... finalement, même si la contrainte elle est un peu amoindrie avec notre service, ça reste une contrainte, un truc qui permet juste aux vignerons d'être dans les clous légalement. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter un petit truc? Parce que la loi, elle encadre vraiment strictement le truc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui offrir de stats, on n'a pas le droit de traquer les utilisateurs, on n'a pas le droit d'inciter à la vente, on n'a pas le droit de mettre de pub, on n'a pas le droit, on a le droit de rien faire. Donc, très bonne idée de Daniel qui s'est dit, et si on rajoute un petit bouton « En savoir plus » qui n'incite pas à grand-chose que d'autres qu'en savoir plus, est-ce que ce serait autorisé? Et pouvoir faire apparaître une petite page, un genre de mini site web pour que le vigneron puisse mettre un storytelling, il parle de son vin, de sa passion, de son savoir-faire, il présente son domaine. Voilà, un petit outil un petit peu marketing, quoi. Ça pourrait être sympa. Donc, pour être sûr qu'on ne fait pas faire un truc illégal au vigneron, on contacte la DGCCRF directement. On leur présente, on développe un petit POC vite fait, on leur présente la feature, et grande surprise, ils nous ont dit « Ouais, ok, c'est bon, c'est ok ». Donc on s'est dit, on va apporter un petit truc en plus, quoi. On va rendre cette contrainte un petit peu utile. Donc là, on s'est dit, bon, la plupart des vignerons, ils ont forcément un site web. On a regardé à peu près ce qu'on avait, ils ont des sites web. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors pareil, on est parti sur du code. On s'est cassé les dents sur un maximum de trucs. On a codé en Python, on a fait plein de trucs, on a essayé de scraper. On a voulu intégrer dans une iframe plein de problèmes. C'est-à-dire que des sites par sécurité qui ne veulent pas être affichés dans une iframe, ou des sites qui sont un peu vieux, qui ne sont pas très jolis, qui ne sont pas adaptés au mobile.
Enfin bon, voilà, pas grand chose qui marche. Je passe un peu tout ça, mais on s'est quand même vraiment pété les dents. Donc du coup, on s'est dit on va se tourner vers l'IA. Donc immédiatement, moi je m'emballe. Je dis à l'IA, voilà une URL, ponds-moi une page jolie, un storytelling sur le domaine à partir de cette URL. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas des masses. C'est-à-dire que c'était il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes problèmes, mais il y a 1 an et demi, ce que faisait l'IA, c'est qu'elle se basait sur des données qu'elle avait aspirées il y a 2-3 ans, quoi. Donc en fait, on se trouvait avec des liens pétés, des images qui ne s'affichent pas, des contenus qui ne sont plus du tout pertinents parce que le site a été refondu depuis. Donc bref, encore une fonctionnalité, si on demande à l'IA comme un bourrin, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, on va faciliter la tâche à l'IA et puis on va directement nous aspirer le contenu du site, le cleaner au maximum pour garder que le contenu essentiel et l'envoyer en lui demandant de nous retourner un fichier JSON avec des sections. On va lui dire tu vas mettre des sections dans lesquelles tu vas mettre un titre, comme on peut le voir ici, une image, si tu n'en trouves pas, tu n'en mets pas, n'invente rien, du texte, un lien, s'il n'y a pas de lien, surtout n'en mets pas, ou s'il est pété, ne le mets pas, surtout. Et donc voilà, et donc là on a vu que juste en renseignant l'URL de son site web, le vigneron, il s'est généré une petite page de storytelling, une petite page vitrine où il peut parler de lui, où on peut cliquer, aller sur son site web, avoir plus d'informations. Donc c'est un petit outil marketing, un petit plus que nous a permis l'IA de faire. Donc là, voilà, si, bon, vous ne pouvez pas rafraîchir la page, de toute façon on n'est plus sur la démo, mais on se retrouve avec le petit bouton en savoir plus en bas. Et là, voilà, on a ce petit storytelling qui a été validé par la DGCCRF. Donc voilà, donc là, ici, l'IA nous a clairement permis de développer une fonctionnalité qui n'aurait pas été faisable sans l'intervention du vigneron. On aurait pu lui pondre une petite interface où il fait un petit builder, où il fait son site, mais ça lui aurait pris du temps, il ne l'aurait pas fait. Nous, on n'intervient plus derrière, le vigneron a quasiment rien à faire, il renseigne juste son URL. Et donc voilà, on a automatisé cette petite tâche. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité. Et en gros, tout ça pour partager un peu, moi c'était ma première expérience en tant que développeur où j'ai intégré de l'IA vraiment dans un produit qui a été mis en ligne. Et voilà, c'était pour vous partager un peu le process, comment on a été amené à faire ça, les problèmes que ça a résolu, ça nous a fait gagner du temps, ça a fait gagner du temps à tout le monde, ça a automatisé des process. Et donc pour le coup, aujourd'hui, on a des produits qui sont en phase de test, en phase de développement, qui ne vont pas tarder à sortir, avec lesquels on utilise l'IA de manière beaucoup plus poussée, avec des résultats déjà très 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 impressionnants. Donc voilà, les avantages ils sont nombreux, les inconvénients j'en vois pas trop, si ce n'est peut-être une phase d'apprentissage, apprendre à utiliser l'IA, à bien prompter, bien la cadrer pour éviter les débordements, bien la contextualiser, qu'elle sache bien le rôle précis qu'elle va avoir, les données précises qu'on attend de sa part en retour pour éviter tous les débordements, les hallucinations, les choses qu'on connaît. Mais en tout cas bien cadré, j'ai été quand même assez bluffé de voir qu'on avait des résultats 100% fiables. C'est-à-dire que ça ne marche pas de temps en temps, ça ne marche pas 80% du temps, c'est vraiment 100%. Donc pour nous, c'est une bonne expérience et on continue dedans et on y va à fond puisque la prochaine appli qui va sortir va être quasiment full IA et on va faire gagner un temps monstrueux non seulement aux vignerons mais aussi aux œnologues, au laboratoire d'œnologie. Voilà. Parle fort du coup. Non, juste, tu disais, vous avez 100% de réussite, mais est-ce que quand même vous faites un contrôle a posteriori de la donnée ou vous laissez le contrôle sur... Est-ce que c'est le vigneron qui porte le contrôle? Oui, alors la question c'était de savoir si... il nous disait que on a 100% de réussite sur, tu parles des analyses, hein, de la data, ouais. Et est-ce qu'on vérifie derrière? Alors évidemment, nous on vérifie, on fait des tests constamment, dès lors qu'on intègre des nouveaux labos, on fait des démonstrations. Les labos ont une période de test où ils vont pouvoir tester la fonctionnalité, tous les œnologues le testent et vérifient la véracité des infos à chaque fois. Donc il y a cette phase-là et on reçoit toujours des alertes, c'est-à-dire dès lors qu'on reçoit des mappings qu'on ne connaît pas, on va aussi checker. Donc il y a un check des labos qui, pour eux, c'est important que les données soient fiables. Ils ne veulent pas se perdre en crédibilité en offrant un service à leurs clients qui sont pétés. Donc ils jouent vraiment le jeu, quoi. Donc il y a des... Ouais, vous avez automatisé même la partie, finalement, j'ai un doute, du coup ça vous fait un flag, quoi. C'est ça, quand on a un doute, nous on a des alertes qu'on reçoit sur Slack, hein, tout simplement, et dès qu'on a une alerte, au même titre que quand on a un nouveau vigneron qui est intégré, on va aussi aller checker vite fait que tout s'est bien passé, bon voilà, au bout d'un an, et les laboratoires jouent vraiment le jeu parce que c'est important pour eux, quoi. Ils jouent un peu leur crédibilité sur le fait que leurs vignerons, ils affichent des données vraies, quoi. Presque de même, vous
Bah non, c'est eux qui sortent. Nous, on n'est pas au courant de ce qu'ils ont sorti, mais par contre, eux, ils ont une interface. Les labos, on leur a développé une interface où ils ont accès à toutes les données de leurs vignerons telles qu'elles sont intégrées. Ils peuvent se connecter avec le compte de leurs vignerons. Ils peuvent vraiment tout vérifier. Donc, ils ont accès à tout chez eux et chez nous aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment voir la façon dont on traite les infos. Et d'ailleurs, on a développé aussi l'application avec un laboratoire d'œnologie qui s'appelle Natoli. Qui est notre partenaire. Donc on l'a développé étroitement en collaboration avec eux et ils ont mis le doigt à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ils nous ont filé les bonnes formules pour le calcul des valeurs nutritionnelles et tout ça. Donc tout ça est très cadré quand même avec notre laboratoire partenaire, on fait attention à ça. Ouais. Il y a d'autres questions? Yes. Vas-y. Oui. Par rapport à vos use cases, est-ce que vous avez préféré un modèle hébergé, un grand modèle type ChatGPT, quelque chose comme ça, ou un modèle que vous avez hébergé directement chez vous? Alors, est-ce qu'on a utilisé un modèle hébergé chez nous ou un modèle existant? On a utilisé les modèles existants. On n'a pas utilisé les mêmes pour les deux features. On a utilisé OpenAI, c'est juste un simple prompt pour les analyses nutritionnelles, ça suffit amplement, qu'on a peaufiné au fur et à mesure. Et par contre, pour l'extraction du site web et avoir des résultats pertinents, on en a essayé pas mal. On a essayé OpenAI, c'était pas très pertinent. On a essayé Claude, on a essayé Grok, on a essayé Mistral. Et finalement, c'est Mistral qui était le plus performant avec le modèle CodeStral. Et on a créé un agent, pour le coup, auquel on a donné des exemples, qu'on a bien contextualisés. Et c'était vraiment le plus performant. C'est avec lui qu'on a des résultats 100% fiables, quoi. Avec les autres, bizarrement, OpenAI donnait des résultats, je pense que c'était le plus mauvais dans l'histoire, quoi. Claude n'était pas trop mal, mais ouais. Vas-y. Est-ce que c'est bon, ça a répondu à ta question? Oui, nickel, merci. Tout est bon? Vas-y. Travailler avec des vignerons, c'est quand même une population assez choisie. Est-ce que chez vous, il y a la souveraineté sur la donnée? Est-ce que vous traitez leur donnée? Est-ce qu'il y a une souveraineté sur la donnée? Alors, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a la souveraineté sur la donnée? La souveraineté sur la donnée? Est-ce que c'est important pour eux qu'elle soit hébergée en France, qu'elle soit accessible, protégée, etc. Alors, oui, bah, c'est plutôt peut-être toi qui vas répondre à ça. Si c'est sur le fait que ce soit hébergé en France, tout ça. Oui, clairement. Oh, clairement. Juste pour répondre à ta question, pour le côté souveraineté, c'est pas le vigneron qui était beaucoup impacté, c'était l'œnologue. L'œnologue, il se doit d'être impartial sur les données parce que ce sont les données qui viennent du vigneron, ce qu'il ne faut pas oublier parce que c'est de l'échantillonnage. Nous, ce qu'on a fait, c'est que en même temps, on est allé à la DGCCRF, mais on est monté aussi voir COFRAC. COFRAC, c'est un organisme d'État qui s'occupe de la validité et de la qualité de comment les analyses vont être produites. Vous devinez quoi? On est parti les contacter aussi, on leur a présenté notre service et on a eu tout ouvert. Donc oui, il y a une souveraineté sur l'hébergement des données en France, d'accord, répliquée, bien évidemment, parce que nous, on se doit d'être high availability, c'est notre première chose. Moi, je suis dans le monde de l'infrastructure, je ne me suis pas vraiment présenté, mais moi, je suis spécialisé dans l'infrastructure à haute intensité. Donc ça, c'est vraiment mon côté à moi, de s'assurer que la donnée est toujours disponible. Donc voilà, pour répondre à ta question là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Yes. Vous disiez que le QR code reprenait le TAV, mais est-ce que le TAV figurera encore sur l'étiquette, sachant que dans la réglementation, c'est une obligation en cas de contrôle de la douane, par exemple? Alors le contrôle de la douane, lui, ce qu'il va aller vérifier, c'est la position du QR code, premier point. Ensuite, par rapport au TAV, c'est une moyenne. Elle est entre 12, 12,5, 13, elle varie en fonction des couleurs. Maintenant, elle apparaît aussi sur la bouteille. Vous l'avez tous vu, en général, il y a le pourcentage qui est inscrit dessus. Nous, on s'en sert pour faire nos calculs. Nous, on a un calcul très établi sur la DGCRF qui nous a donné une méthode de calcul. Donc, dans les valeurs nutritionnelles, le TAV n'apparaît pas, il est sur la bouteille. Sur l'étiquette ou la contre-étiquette. On fera attention là-dessus. Ça répond à ta question? Oui. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aiment l'alcool et le non-alcool aussi? Oui. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est comment l'idée est née? Est-ce que vous étiez à l'affût des projets de loi? Enfin, comment c'est arrivé? Ok. Et la deuxième, c'est comment vous automatisez après avoir pris les données de ChatGPT. Du coup, comment vous faites pour vous utilisez des outils type M8N ou pas? Ok. Alors, je vais répondre à la première, qui était... Comment est née l'idée? Comment est née l'idée? Il l'a dit assez rapidement. On est dans un coworking à ce moment-là avec Guillaume, et là on a un négociant en vin
avec qui on s'entend très bien et qui chiale. Mais vraiment, il chiale beaucoup. Et lui, il vient et il dit, écoute, j'ai la Belgique qui me demande des QR codes parce que l'entrée en vigueur arrive rapidement. On est en 2024 à ce moment-là. Il faut se préparer parce que bien évidemment, un QR code, il faut l'imprimer, il faut l'envoyer à l'imprimeur. Je ne vous raconte pas qu'ils doivent envoyer des impressions presque 1 an en avance pour avoir des réductions. Enfin, il y a tout un process. Et là, ce qui se passe, c'est que lui, il se met à se plaindre. Et là, on lui dit avec, donc il s'appelle Florian à ce moment-là, on lui dit, tu sais quoi, on va te faire un proof of concept. Et quand on l'a fait avec Guillaume, ça a été très rapide pour nous, on est des mecs de la tech, on a dit on va le faire en 2 minutes. Et là on a creusé avec Guillaume, et on a dit maintenant c'est facile ton truc. Et c'est là où on est remonté aux œnologues, etc. Donc ça c'était assez facile pour nous. Je te laisse répondre pour la suite. Oui. Alors la deuxième question c'était comment est-ce qu'on a automatisé La deuxième partie après, tout ce qui vient après OpenAI. tout ce qui vient après, pardon? ChatGPT. D'accord. En fait, une fois que ça c'est fait, on ingère l'analyse. Enfin, après c'est du code, hein, c'est tout ça, c'est codé en PHP. Donc on ingère l'analyse, on envoie un mail à l'utilisateur comme quoi il a ses données d'analyse et tout ça est prêt. On calcule les valeurs nutritionnelles à la volée en générant l'analyse et à partir de là, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Ouais, C'est du code pur, il n'y a pas d'outils. Oui, non, c'est vraiment du code, quoi. C'est injecté dans la base de données et c'est prêt à être utilisé. On notifie juste l'utilisateur et c'est terminé, quoi. Même les valeurs nutritionnelles sont calculées à la volée pour pas les enregistrer, parce que la formule a changé plusieurs fois. Donc en fait, pour être sûr d'avoir quelque chose de bon et pas avoir à corriger des milliers d'analyses, on calcule à la volée. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? Bon.